On va passer maintenant la parole à Yann Boucher. Yann a fait son doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAR, doctorat qui était extensionné à l'UQAR, mais qui est un doctorat qui a été c'est un doctorat réseau initié à l'UQAM. Yann a complété son doctorat en 2008 et au moment où il a complété, il avait déjà commencé comme chercheur scientifique à la direction de la recherche forestière du gouvernement du Québec. Il a été actif à la DRF de 2007 à 2021. Et depuis, si je ne m'abuse, Yann, depuis juin 21, c'est ça? Oui. Il est professeur, chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, en écologie et en aménagement forestier. Donc, une personne qui a travaillé à la DRF, vous savez que la DRF et Ressources naturelles Canada sont des partenaires importants là, dans une foule de projets de recherche. D'ailleurs, on l'a vu à travers les 2 jours de présentation de tous les nouveaux membres et même de nos chercheurs et chercheurs seniors. On a bien vu que ces liens-là étaient très, très forts. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Yann dans ses nouvelles fonctions, même s'il a été actif au CEF depuis toutes ces années. C'est ce que j'ai omis de dire, mais il y a plein de projets à la DRF qui ont été menés en collaboration avec des équipes du CEF. Donc, Yann, je te laisse la parole. Ben, merci Pierre. C'est très agréable pour moi aujourd'hui de vous présenter un petit peu mon cheminement de carrière là, après plus près d'une quinzaine d'années au gouvernement du Québec là, dans une belle organisation à la direction de la recherche forestière. J'ai fait le saut dans un autre beau projet, celui d'être professeur là, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis comme vous le savez, là, où on a des défis importants. On est la plus grande région forestière. On a un paquet d'enjeux là, qui nous interpellent, comme vous avez pu voir dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, c'est vraiment avec enthousiasme là, que j'ai intégré l'équipe du département des sciences fondamentales à l'UQAC il y a tout juste 11 mois. Donc, je vais vous présenter un petit peu mon cheminement. D'où je viens, un petit peu ce qui m'a forgé là, au sein des sciences forestières, donc dans mes dernières années là, au ministère, puis tout récemment, ma venue à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis qu'est-ce que je compte entreprendre là, à l'Université du Québec à Chicoutimi comme professeur. Donc, mon cheminement, moi, c'est ça, j'ai vraiment débuté là, l'intérêt pour les sciences forestières, ça a débuté là, au début des années 90, fin des années 90. Moi, je restais sur le bord d'une ferme où il y avait de l'exploitation forestière, puis j'ai appris avec le fermier du coin, j'ai appris un peu l'écologie forestière, mes rudiments d'écologie forestière. Puis, j'ai décidé d'entreprendre mon baccalauréat à l'UQAC pour le poursuivre là, un an plus tard à l'UQAM. Puis, c'était le débat de l'erreur boréale. Comme certains peuvent connaître, l'erreur boréale, c'est un documentaire qui a été réalisé il y a une vingtaine d'années par Richard Desjardins. Ça, c'est pour ceux qui sont peut-être pas au courant. Là, lorsque j'en parle à mes étudiants, ben, ils n'ont pas trop d'idée de quoi on parle lorsqu'on parle d'erreur boréale ou de Richard Desjardins. Fait que je tiens à spécifier pour les plus jeunes. Donc, c'est un grand débat qui s'est mis en place sur l'aménagement de la forêt boréale au Québec. Puis, il y avait vraiment là, des enjeux associés à ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été brassées dans le cadre du gouvernement du Québec, en mise en place d'une commission, la commission Coulombe. Le bureau du forestier en chef est également créé dans cette lignée-là, autour des années 2004-2005. Puis ça a vraiment mis de l'avant un aménagement là, basé sur les écosystèmes forestiers, leur dynamique, leur structure, leur composition. Puis, moi, j'étais chanceux. Lorsque j'étais à l'UQAM, j'avais un paquet de bons professeurs là, qui étaient les deux mains là, dans la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique. J'ai eu comme professeur là, Yves Bergeron, Christian Messier, Daniel Nichat. J'ai eu beaucoup de personnes, Pierre Drapeau également. Donc, c'était vraiment effervescent. Donc, moi, j'ai participé justement à l'évaluation un peu. J'ai regardé un petit peu l'aménagement écosystémique des forêts. Donc, j'ai participé un petit peu au volume là, en faisant la révision scientifique
du livre d'aménagement écosystémique. Puis, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mon doctorat et de maîtrise sur la reconstitution des forêts naturelles. Donc, la structure, la composition des forêts naturelles avant leur aménagement pour tenter de s'en inspirer là, comme guide pour l'aménagement forestier écosystémique. Puis, quelques temps plus tard, juste avant de terminer mon doctorat, ben, la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique était en train de se réaliser au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, c'était vraiment stimulant pour moi parce qu'on intégrait beaucoup de choses que j'avais réalisées durant mes études de maîtrise et de doctorat. Puis, j'ai été embauché en 2007, là, tout juste avant de terminer mon doctorat, pour tenter d'aider à la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique puis de toute l'effervescence qu'il y avait d'associer à ça au début, là, autour des années 2007-2008. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, comme le dit Pierre, j'ai toujours été associé au CEF, j'ai toujours aimé participer au CEF en tant que membre gouvernemental. Puis, j'étais membre associé depuis 2010 au CEF. Puis, tout récemment, en 2021, c'est ça, j'ai rejoint l'équipe de l'UQAC. Donc, lorsque je suis arrivé au ministère, ça a été vraiment intéressant. On m'a mis à contribution pour la mise en œuvre de l'aménagement écosystémique dans le cadre du projet pilote de la réserve faunique des Laurentides, qui a servi vraiment de base pour établir les différents paramètres, les principes d'aménagement écosystémique, un petit peu de tester ce qui avait été développé dans un livre, par exemple, comme celui que Sylvie Gauthier avait édité là, sur l'aménagement écosystémique. Donc, j'ai été impliqué dans un comité scientifique sur l'identification des enjeux de biodiversité où on avait un paquet de chercheurs qui travaillaient justement à identifier les enjeux associés à l'aménagement forestier. Puis, j'ai également participé au comité d'experts pour essayer d'amener des solutions à ces enjeux écologiques-là, parce que c'est beau d'identifier des enjeux, des problématiques, mais il faut également trouver des solutions. Il faut essayer de se mettre en mode solution. Donc, j'ai travaillé à ce comité-là, ce qui a été très, très, très intégrateur pour moi, puis qui m'a permis là, de voir les deux côtés de la médaille. Donc, c'est une force que j'ai développée durant mes travaux, c'est vraiment de bien connaître les enjeux écologiques, mais aussi les enjeux économiques, les enjeux industriels et sociaux que peuvent survenir là, dans le cadre de l'aménagement des forêts. J'ai par la suite là, travaillé sur la mise en place là, des seuils écologiques de l'aménagement forestier, donc quels sont les niveaux qu'on doit maintenir minimalement là, pour maintenir la biodiversité. Donc, un article qu'on avait co-signé avec Ghislain Rompré et Louis Bélanger sur les seuils à ne pas dépasser là, lorsqu'on parle de différents types d'habitats forestiers dans un contexte d'aménagement forestier où on veut maintenir la biodiversité. Donc, ça, c'est des choses qui ont été quand même importantes. J'ai travaillé également sur ce qu'on appelle les états de référence, c'est-à-dire les sites d'aménagement écosystémique. Donc, dans les différentes régions, on va retrouver une structure et une composition régionale qui est associée à une dynamique naturelle. Donc, certains territoires où on a des feux plus fréquents, mais on va observer naturellement une plus faible abondance de vieilles forêts, tandis que dans d'autres territoires où les cycles de feu sont beaucoup plus longs, où l'influence des feux est beaucoup moins importante, bien, on va retrouver une plus grande proportion de vieilles forêts. Donc, on a comptabilisé, si vous voulez, un peu la répartition, la proportion de vieilles forêts, de jeunes forêts, de stades intermédiaires qu'on retrouvait naturellement dans les différentes régions du Québec. Puis, on a regardé aussi la composition forestière naturelle de ces forêts-là pour tenter de s'en inspirer dans le cadre de l'aménagement écosystémique. Donc, on a dressé un portrait pour l'ensemble du Québec sur, comme je l'ai dit, la proportion de vieilles forêts, la composition des forêts régionalisées. Puis, c'est utilisé là, dans la mise en œuvre des plans d'aménagement forestier écosystémique là, des différentes entités de chacune des régions du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, c'est vraiment utilisé par le gouvernement du Québec. C'est même utilisé, je ne le savais pas, mais par ce guide-là est utilisé là, par le deuxième plus grand propriétaire forestier privé aux États-Unis qui l'utilise pour ses propriétés forestières du nord-est américain dans le cadre là, de sa certification forestière FSC. Donc, il utilise des documents comme ça pour mettre en œuvre là, sa certification forestière. C'est des choses des fois qu'on ne sait pas, mais que lorsqu'on rencontre si j'ai rencontré ces personnes-là, j'ai été très surpris de voir que ce genre de document-là était utilisé par cette compagnie-là. Donc, puis j'ai également travaillé de manière active
à mettre en place un nouveau régime forestier dans le cadre de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Qu'est-ce que c'est la stratégie d'aménagement durable des forêts? C'est un petit peu les mains agissantes du nouveau régime forestier. C'est les grandes orientations qu'on va intégrer dans notre nouveau régime forestier. Puis une des orientations importantes, puis qui était l'orientation numéro 1, c'était aménager les forêts de manière à conserver les principaux attributs des forêts naturelles. Puis ça, c'est dans le contexte, comme vous le savez, du concept de filtre brut, où on tente de maintenir les principaux écosystèmes observés naturellement afin de maintenir la biodiversité qui y est associée. Donc, ça, c'était une chose importante que j'ai contribué à réaliser, de par des études que j'ai faites, mais également par beaucoup d'intégration d'études écologiques qui ont été réalisées par beaucoup de membres du CEF, mais ailleurs en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, on a intégré beaucoup de ces connaissances-là pour le traduire dans nos stratégies d'aménagement durable des forêts au gouvernement du Québec. Puis, les axes de recherche que j'ai menés au MFFP, certaines plus anciennes, d'autres plus récentes, bien, juste pour vous dire, je vais les présenter, mais pour la plupart, je vais les poursuivre là, dans le cadre de mes travaux à l'UQAC. Donc, mes principaux axes de recherche au MFFP, c'est vraiment la base de mes travaux là, initiaux. Ont été sur la dynamique des forêts, sur l'influence des perturbations naturelles et anthropiques, où on a utilisé beaucoup, on a mis à profit beaucoup l'écologie historique et la télédétection afin de suivre l'évolution des forêts entre le début du 20e siècle et aujourd'hui, suite aux coupes, suite aux feux, suite aux perturbations associées à la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, ça, c'est des choses qu'on a faites. J'en présenterai un petit peu tout à l'heure. Je me suis également lancé là, dans les dernières années, j'ai mis à profit la couverture LIDAR, là, mur à mur du Québec, du Québec méridional. Donc, on a une couverture LIDAR complète. Donc, j'ai développé là, avec beaucoup de partenaires là, des modèles de croissance à partir du LIDAR aéroporté. J'ai toujours travaillé sur les trajectoires des forêts suite trajectoire successionnelle, c'est-à-dire l'évolution de la composition des forêts suite aux perturbations. Ça, c'est des choses que je poursuis activement là, dans le cadre de projets de recherche qu'on va lancer au courant de l'été. Là, je vous en parlerai un petit peu plus. Puis, ça a toujours été très important pour moi d'intégrer les connaissances pour un aménagement durable des forêts, donc de vraiment intégrer tout ce qui se faisait un petit peu de science dans l'aménagement durable des forêts. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai mis de l'avant beaucoup quand j'étais au ministère, puis que je compte poursuivre là, à l'UQAC. Donc, plusieurs le savent, j'ai travaillé beaucoup sur l'évolution des forêts, c'est-à-dire l'évolution de la structure d'âge, la composition des forêts, suite aux coupes, suite au feu, suite à la tordeuse, mais ça dans un contexte avec une résolution temporelle, avec une perspective temporelle un peu plus longue que ce qui se fait habituellement. Puis on a beaucoup travaillé avec les archives forestières. Donc, on a travaillé là, on a documenté les forêts au début du 20e siècle, là, principalement, puis on a suivi leur évolution, ce qui était assez difficile à documenter dans le contexte là, où il y avait quand même eu de l'aménagement beaucoup dans les dernières années. Des exemples de travaux que j'ai réalisés, là, c'est au niveau de l'influence relative des coupes et des feux dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, en tout cas dans une bonne partie de la forêt boréale du Québec, où on a regardé le patron des coupes depuis le début du 20e siècle, puis les feux. Donc, pour voir un petit peu l'influence relative des coupes et des feux, premièrement, puis de voir aussi quel a été l'impact sur la structure des forêts. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une contribution importante des coupes dans les 70 dernières années dans l'étude qui nous concerne ici, puis qu'on avait augmenté peut-être le taux de perturbation d'un 75% quand on ajoute les coupes au feu dans ce territoire-là. Puis ça a eu des répercussions importantes sur la structure des forêts. Donc, on a eu une augmentation des forêts plus jeunes au détriment des forêts vieilles là, qui sont habituellement celles qui sont récoltées là, par l'industrie forestière. Donc, on a présenté vraiment ce portrait-là, puis un peu des choses qu'on parlait depuis longtemps. Donc, le tapis déroulant des coupes qui se distribuait du sud vers le nord. Donc, on a présenté ça. Donc, différents patrons spatiaux qu'on observait sur l'impact cumulé des coupes et des feux, puis son importance, son influence sur la mosaïque forestière en milieu boréal.
J'ai beaucoup travaillé avec les archives de la compagnie Price Brothers, puis avec les archives également de la Consolidated Bathurst, qui a œuvré là, dans de grands territoires du Québec. Donc, j'ai fait plusieurs travaux où j'ai mis à profit ces archives-là. Donc, on a travaillé, là, on a un réseau de placettes des années 20, 1920, 1925, là, qui on a autour de 2 millions d'arbres qui sont positionnés précisément, puis qu'on avait la diamètre et la composition dans les années 1920. Puis, on est capable de suivre avec ces données-là, suivre l'évolution de la composition et de la structure des forêts dans le temps sur une période d'environ 100 ans. Donc, on a fait un paquet de travaux pour essayer de montrer l'influence, par exemple, relative entre les feux et la coupe dans l'enfeuillement qu'on observe des régions là, qui sont situées au sud du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cet article-là. Puis on a montré là, que les feux étaient un élément majeur là, par rapport aux coupes afin d'expliquer le processus d'enfeuillement, c'est-à-dire l'intégration de plus en plus importante des essences feuillues pionnières là, au sein des paysages. Donc ça, c'est des travaux qui nous ont qu'on a réalisé à partir des archives, là, des placettes permanentes, ben, pas des placettes permanentes, des placettes forestières, puis également des cartes forestières. Donc, ces cartes forestières-là nous ont permis de suivre l'état de la forêt, c'est-à-dire l'âge des forêts dans le temps, puis d'émettre des recommandations, des constats sur, évidemment, un enjeu important qu'on retrouve en forêt, c'est-à-dire la diminution des vieilles forêts au profit là, des stades successionnels plus jeunes. On a également, là, récemment, c'est des travaux que je mène de manière plus récente sur le leader aéroporté. C'est de manière vraiment opportuniste. J'ai décidé d'utiliser cette incroyable quantité d'informations-là qui est générée par le leader aéroporté. Comme vous le savez, le leader aéroporté couvre la plupart là, couvre tout le Québec méridional. Puis, on est en mesure d'avoir une couverture complète. Puis, avec le leader aéroporté, en gros, on est en mesure d'obtenir un peu la structure tridimensionnelle des forêts, puis principalement la hauteur des arbres. Donc, à partir de ça, on a développé là, des modèles qui nous permettent de prédire la croissance des forêts après coupe, après des perturbations majeures comme les coupes ou les feux. Puis, on a intégré ça là, dans des modélisations, donc, qui nous permettent justement, là, à partir de ces informations-là, de prédire la croissance des forêts sur le long terme, puis en mettant en relation là, un paquet de variables environnementales là, qui nous permettent de travailler parce que justement, le leader aéroporté, on va générer des milliers et des millions de placettes virtuelles qui nous permettent vraiment de bien analyser la croissance puis de mettre ça en relation avec les grandes variables environnementales qui vont régir la croissance des forêts. On travaille également beaucoup sur l'évolution de la composition des forêts parce qu'on a vu, ce sont des thèmes importants, les feux, les coupes, la forêt boréale, les changements climatiques. Ça va amener des perturbations importantes du régime des perturbations. Puis de ce fait, ça va amener des changements importants de la structure et de la composition des forêts. Donc, on est en train de mettre en place là, un beau projet avec différents partenaires, là, dont plusieurs sont ici aujourd'hui, où on veut justement mettre à profit l'ensemble des placettes historiques qui sont disponibles là, depuis le début du 20e siècle dans un paquet de juridictions au Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario. Puis, on veut mettre à profit toute cette information-là de composition forestière pour être en mesure de mettre en place, si on veut, des matrices de transition, des évaluations de la trajectoire des forêts suite à différents types de perturbations. Puis, ce qui est intéressant avec notre perspective temporelle de près de 100 ans, bien, on est capable de voir l'évolution de la composition, mais 20 ans, 50 ans, jusqu'à 80 ans, 90 ans après la perturbation. Puis, on a des données avant et après la perturbation, fait que ce qui est unique. Donc, c'est vraiment, puis on a un réseau vraiment important de placettes historiques qui nous permettent justement de voir un peu les trajectoires qu'empruntent ces forêts-là lorsqu'elles sont coupées, lorsqu'elles sont brûlées ou qu'elles subissent une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Puis, ce qui est encore plus important avec ça, c'est que ça va nous permettre de calibrer un modèle qui est très utilisé, que plusieurs personnes connaissent bien, le LENDIS 2. Donc, on va utiliser ces données-là afin de calibrer l'NDIS 2. Puis, si on est en mesure de bien calibrer l'NDIS 2, bien, on va l'utiliser pour projeter la composition future des forêts, puis d'établir
quelles seront la composition des forêts en mettant en contexte les changements climatiques et les modifications des régimes de perturbation. Donc, ça, c'est des questions importantes que plusieurs personnes se posent dans un contexte de changement climatique et qu'on va tenter de répondre dans le cadre de ce projet-là. On a fait aussi d'autres travaux importants dans les dernières années qui m'ont beaucoup occupé sur modéliser la régénération forestière après feu, notamment de l'épinette noire. Hein. Comme vous le savez, l'épinette noire, c'est la pierre d'acier des industries forestières. C'est une forêt qui est très, très prépondérante, là, les forêts dominées par l'épinette noire dans l'Est du Canada. Hein. On est vraiment le dépositaire de ces forêts-là. Il y a de l'épinette noire jusqu'en Alaska, mais les plus grandes formations se retrouvent là au Québec. Donc, on a décidé de lancer un projet parce que là, on se posait la question, normalement, l'épinette noire se régénère bien après feu, mais dans le contexte des changements climatiques où les feux vont être plus fréquents, les feux vont être plus sévères, comment cette espèce-là va se régénérer? Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un modèle de régénération après feu. Donc, on a décidé de mettre en place ce modèle-là en incluant différentes variables environnementales. Ça avait déjà été fait dans le passé, mais une des variables un petit peu plus nouvelles que l'on intègre, c'est la sévérité du feu. Donc, on est en mesure, là, à partir de différentes images de télédétection, de mesurer la sévérité du feu. Puis, on est capable de retourner, ce qui est le plus intéressant, jusqu'aux années 85 pour évaluer la sévérité des feux qui sont produits dans le passé, puis d'évaluer si la sévérité a une importance relative en lien avec la régénération d'épinette noire. Donc, on a intégré ça dans notre modèle. Par contre, au gouvernement du Québec, on n'avait pas de données de régénération. On ne sait pas vraiment comment se régénèrent nos forêts après feu au Québec. Donc, j'ai été obligé, à mon grand dépit, de lancer une grande campagne d'inventaire de régénération après feu dans la forêt boréale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de la Côte-Nord. Puis, on a mis en place une équipe qui est allée faire un paquet d'évaluations sur la régénération forestière, comme on le voit dans le bas, là, après 5 ans au moins après feu. Donc, aller prendre la mesure de la régénération. Puis, on a aussi mesuré l'ensemble du peuplement avant feu. Donc, quel était le statut, si on veut, en termes de structure, l'âge du peuplement avant feu, avait-il été affecté par une épidémie d'insectes avant le passage du feu? On regarde aussi les conditions du sol. Puis, vous voyez en haut à gauche, vous avez la sévérité du feu. Donc, on est capable de mesurer avec des indices spectraux qui sont fournis à partir du Landsat, puis qui nous permettent d'identifier si les forêts ont été brûlées de manière sévère ou légère ou pas du tout. Puis, comme vous le savez, si le feu est trop sévère, même si c'est une espèce qui se régénère bien après feu, si le feu est trop sévère, la banque de graines aériennes va être affectée, puis pour entraîner des accidents de régénération. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, on veut regarder quelle est l'influence relative, là, la sévérité du feu sur la régénération de cette espèce-là, de cette essence-là. Pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est entre 2017 et 2020, là, on a mis en place un gros projet de recherche qu'on a lancé avec des gens de l'UQAT, des gens de Sherbrooke, des gens des différentes compagnies forestières qui nous ont hébergés gracieusement dans la plupart des camps forestiers. On a travaillé avec l'Université de Montréal. On a travaillé en tout cas avec un paquet de personnes pour mettre en place ce dispositif, ce réseau de placettes-là. Fait qu'on est en mesure de mettre en place sur le territoire que vous voyez là, un peu plus de 600 placettes. Puis qu'on a positionné là, au cours des années 2017 à 2020 par mon équipe là, qui s'est nommée l'équipe de feu. Donc, à chaque été, en 2017-2020, il y avait entre 10 et 12 personnes là, qui montaient dans le Nord là, pour réaliser des inventaires de la régénération. Donc, pourquoi ce modèle-là? Pourquoi prédire la régénération après feu? Ce qui est important, c'est que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que les feux vont être de plus en plus fréquents, puis c'est des événements qui vont se produire de manière plus fréquente. Puis nous, ce qu'on voulait faire, c'est de mettre en place un modèle de régénération qui permet d'identifier les secteurs qui se régénèrent bien, naturellement, qui vont bien se régénérer, puis de le prédire, puis de voir les secteurs qui vont mal se régénérer, puis de prioriser nos investissements de régénération de ces forêts-là dans ces secteurs-là. Donc, nous, ce modèle-là permettra, parce qu'il n'est pas encore terminé, mais permettra là, de mettre les sous au bon endroit
aux endroits qui demandent vraiment de la régénération parce qu'il n'y a rien qui s'est produit là au niveau de la régénération naturelle. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que la régénération naturelle peut se faire sur de grands territoires, même si ça s'est bien régénéré, on va décider quand même de mettre en place la régénération lors des activités de remise en production, mais ce modèle-là va vraiment aider à mieux prioriser nos sous au bon endroit en fonction de feux qui devraient être de plus en plus fréquents. Ici, c'est un petit indice qu'on a développé à partir de nos inventaires de régénération, donc en vert, en orange et en jaune. Donc, plus c'est vert, plus ça se régénère bien. Donc, puis dans l'orange-rouge, c'est mal régénéré. Donc, qu'est-ce qu'on appelle comme l'indice, il va varier entre 0 et plus que 1. Donc, l'indice, quand il dépasse à 1, c'est qu'on a une forêt qui la densité de régénération est comparable à celle qu'on avait avant le feu. Donc, on va probablement observer une densité d'arbres qui est similaire à celle qu'on a observée avant le feu. Tandis que si on se dirige vers un indice qui est entre 0 et 0,5, donc c'est 0,5, c'est qu'on va observer la moitié de la densité actuellement par rapport à la densité que l'on observait dans le passé, donc avant le feu. Donc, ça veut dire que ce sont des endroits où, en orange et en jaune, où on observe une densité actuelle après régénération moins importante que ce qu'on retrouvait dans le peuplement qui a brûlé. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de secteurs, quand on regarde en X, le temps depuis feu, ça, c'est différents feux qu'on a observés. Puis si on regarde la proportion de placettes en Y, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont des plus ou moins bonnes régénérations dans les sites que l'on a observés. Puis ça, on a reproduit ça un petit peu dans une étude qui a été faite à grande échelle là, avec le projet ABOV, la NASA, qui était mené par Jennifer Balzer de l'Université Cyril-Wilfrid Laurier, où elle a récolté un paquet de sites comme les nôtres qu'on a réalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis a fait le portrait justement de cet indice de régénération-là, mais de l'Alaska jusqu'à Terre-Neuve. Donc, on a un portrait là, aussi qui est disponible pour l'ensemble de l'Amérique du Nord dans les feux des 15-20 dernières années, là, entre les 5 et 20 dernières années. Donc, ça a été publié récemment. On fait également la cartographie de la sévérité des feux. Donc, pourquoi la sévérité des feux, c'est important? Bien, écologiquement, vous l'avez vu, ça peut mener à des accidents de régénération. C'est important au niveau écologique pour déterminer qu'est-ce qui va se régénérer. Mais ce qui est aussi intéressant, puis c'est souvent pas considéré la plupart des gens, mais c'est que lorsqu'on va faire de la récupération d'un secteur qui a brûlé, bien, on doit laisser une partie de cette forêt qui a brûlé là en place. Donc, elle ne doit pas être récupérée, donc le bois ne peut pas être récolté. Puis, cette forêt-là, qui est la forêt résiduelle qu'on ne va pas récolter, bien, elle doit être représentative des patrons de brûlage ou de la sévérité du feu qu'on a observé. Donc, lorsque les ingénieurs forestiers doivent planifier la forêt résiduelle, bien, ils doivent s'inspirer du patron observé, comme on le voit à droite sur les deux cartes, le patron de sévérité du feu. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est une méthode rapide afin de cartographier la sévérité du feu. Donc, c'est une méthode qui utilise les imageries de sentinelle. Puis, ça nous permet, en dedans de quelques semaines, de déterminer la sévérité du feu, qui nous, ici, là, on l'évalue entre 0 et 3. C'est avec un indice qu'on appelle le Composite Burn Index, qui varie entre 0 et 3. Donc, 0 étant n'ayant aucune, il n'y a pas eu de feu, puis 3, ça veut dire que c'est une sévérité très forte. Donc, on est capable, avec le modèle qu'on a développé, justement, de cartographier rapidement la sévérité du feu, parce que ça doit se faire très rapidement, parce que les planificateurs qui vont récupérer le brûlis doivent avoir l'information très rapidement, parce que lorsqu'il y a le feu, les équipes doivent embarquer le plus rapidement possible pour retirer les bois brûlés, pour les récolter, considérant la présence potentielle, puis souvent certaine, du longicorne noir qui va venir
coloniser le bois brûlé, où il va y avoir également des problèmes avec l'assèchement de la tige de bois. Donc, juste pour mentionner que ce projet-là avait vraiment été développé là, pour cartographier de manière très rapide la sévérité du feu pour pouvoir rendre ça disponible aux aménagistes lors de la récupération du bois brûlé. Puis cette étude-là, on a encore participé à un réseau international, principalement en Amérique du Nord, là, pour quantifier justement la sévérité du feu à partir des placettes qu'on avait réalisées et des modèles qu'on avait développés. Donc, ça, c'est une autre initiative là, qui s'est développée à l'échelle nord-américaine sur ce projet-là de quantifier la sévérité du feu. D'autres choses importantes, comme je le disais, moi, j'ai toujours eu une fibre pour vraiment tenter d'intégrer la science dans l'aménagement forestier, dans la pratique forestière. Ça a toujours été important pour moi. C'est bien beau de faire des articles scientifiques là, dans des grandes revues internationales, mais c'est important que les résultats de recherche puissent être intégrés facilement par les praticiens. Donc, ça, c'est un projet, c'est un exemple de projet là, où on a travaillé avec une grande équipe sur la gestion du risque. Donc, prendre en compte le risque associé au feu dans les investissements que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs va réaliser. Donc, comme vous le savez, il y a toujours des risques qu'un feu vienne frapper une superficie où on a mis des sous des investissements, soit par la plantation, soit par les éclaircies, la séquence de traitement sylvicole que l'on va mettre. Donc, ça, c'est des sous qu'on va mettre sur des territoires, mais il y a des territoires où les feux sont très importants, où certaines autres perturbations peuvent venir prélever le bois avant que l'industrie ou l'association vienne récolter cette forêt-là. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte. Donc, comment bien investir nos sous en forêt en considérant le risque des perturbations naturelles. Comme ici, c'est un exemple, vous avez une carte des cycles de feu historiques que l'on retrouve dans les différentes régions du Québec. Vous êtes capable facilement de voir que certains investissements sont plus risqués que d'autres. Donc, si le cycle des feux est très court, par exemple, le cycle de feu dans la zone G est très court, bien, si on fait des investissements là, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas en voir la couleur, en tout cas en termes de bois mature, que si vous la réalisez dans une autre zone comme la zone M, où le cycle de feu est beaucoup plus long et l'influence des feux est beaucoup plus long. Par contre, vous avez d'autres perturbations qui peuvent arriver dans des endroits où le cycle de feu est beaucoup plus long, comme la tordeuse des bourgeons d'épinette, qui peuvent venir affecter vos investissements, en tout cas vos interventions que vous faites en forêt. Puis ça, c'est à considérer quand on fait de l'aménagement forestier, d'intégrer ces patrons-là. Ça, c'est des choses qu'on veut mettre de l'avant, vraiment bien intégrer le risque associé aux perturbations naturelles dans les investissements sylvicoles, puis dans le suivi de l'état de la forêt. Donc, comme je l'ai dit, à l'UQAC, ça va faire 1 an là, que je suis en poste. Puis, mise en contexte pour notre région particulièrement, Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai décidé de proposer là, une programmation de recherche quand même adaptée à notre région, qui est la plus grande région forestière au Québec, puis qui va être touchée fortement par les changements climatiques, puis l'activité des feux. Donc, c'est une région là, où les cycles de feu là, sont, les taux de brûlage, comme on le voit ici à gauche, là, sont prévus d'augmenter fortement, principalement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a certaines études, là, comme mon collègue Yann Boulanger, qui nous ont présenté, là, où le cycle de feu pourrait s'accroître de 2 ou 3 fois dans le taux de brûlage dans les prochaines décennies. Donc là, on observerait dans ces secteurs-là là, des secteurs dominés par un mélange de forêt fermée puis de landes. Comme on retrouve un peu dans la Gamésie, si ça s'avère, donc les scénarios climatiques ou de modification du régime de perturbation. Donc, c'est quand même inquiétant. Il y a des enjeux importants dans notre région. Puis en plus, quand on regarde le Québec au niveau de la sévérité, la sécheresse, bien, il y a beaucoup de publications là, qui indiquent que la sévérité des feux va considérablement augmenter dans nos régions. Donc, c'est des choses importantes à considérer. Puis aussi, je pense que Miguel en a parlé tout à l'heure, bien, vous le savez, la progression de plus en plus septentrionale des infestations associées à la tordeuse des bourgeons de l'épinette, bien, ça vient amener une autre perturbation à nos forêts dominées par l'épinette noire.
Puis en plus, il va se produire plus de feu, il va se produire plus probablement d'épidémies d'insectes, de la tordeuse des bourgeons, d'insectes dans ces environnements-là. Puis en plus, on a une forêt qui s'est rajeunie. Donc, on a une matrice maintenant qui est dominée par les forêts plus jeunes. Donc, qu'est-ce que ça l'amène? Ça peut amener un paquet de problématiques, notamment les accidents de régénération. Donc, on le sait, hein, si les forêts sont jeunes et sont affectées par des incendies, ou des épidémies d'insectes, bien, ça va venir vraiment affecter la banque de graines. Donc, souvent, lorsque les arbres sont trop jeunes, bien, ils n'auront pas de graines viables, donc ils ne seront pas en mesure de se régénérer après feu. Donc, ça, c'est des choses importantes. Puis, même chose pour les épidémies d'insectes, bien, on le sait, ils vont venir affecter les fleurs, la production de graines viables, puis si c'est suivi d'un feu, bien, on va avoir évidemment des problèmes de régénération. Donc, on se pose la question, avec tout ce qui s'en vient dans le cadre des changements climatiques, est-ce qu'on va avoir une forêt qui est en mesure de se réorganiser après perturbation, qui est en mesure de produire une forêt dense avec des arbres à l'intérieur? Donc, ça, je pense, c'est le point de base, c'est ça. Donc, ma programmation de recherche là, va vraiment se présenter là, sous la forme de 4 axes principaux. Donc, on va regarder la résilience, la régénération de la forêt boréale après perturbation. Donc, on va continuer nos travaux sur la modélisation de la régénération après feu en utilisant la télédétection, en utilisant un paquet de mesures qu'on va faire au sol, puis également à partir de drones, à partir d'imagerie satellitaire. On va poursuivre l'axe 2, donc avec la télédétection, encore une fois, avec le lidar aéroporté. On va être en mesure de se faire une surveillance puis une modélisation de la croissance et de la productivité à partir de cette information-là. Donc, ça va être vraiment intéressant parce qu'à partir du lidar aéroporté principalement, on est capable de suivre l'évolution en hauteur des forêts, peu importe leur position au Québec, puis d'être en mesure de porter des jugements si ces forêts-là sont en croissance ou ont subi des accidents de régénération, parce que souvent, on n'a pas les yeux sur le territoire forestier. Des fois, il peut y avoir aucune route, rien du tout, on n'est pas dans le secteur aménagé, puis il y a des forêts qui sont très mal régénérées, puis on ne le sait pas. Donc, avec cet axe-là, suivi surveillance de la croissance des forêts, bien, avec le lidar aéroporté, on croit qu'on va être en mesure de suivre de manière efficace la croissance et la productivité des forêts. On veut également développer de nouvelles pratiques afin d'atténuer l'impact du changement climatique, des coupes totales adaptées, un paquet de choses comme ça. Ce que je veux mettre beaucoup de l'avant, c'est la gestion du risque associé aux perturbations naturelles. On a un projet important qui vise à intégrer l'impact du feu et l'impact de la tordeuse des bourgeons de l'épinette avec mes collègues à l'UQAC pour essayer de voir là, les risques associés là, aux investissements sylvicoles qui sont faits partout dans le Québec, des millions et des millions de dollars qui sont mis annuellement, puis on n'a pas trop de connaissances de ce qui va se passer dans le futur. Donc, on a mis en place là, un projet de recherche où on va intégrer les perturbations naturelles, puis on va aussi là, faire affaire avec une économiste pour voir un peu là, le risque ou le potentiel d'atteindre des stades de maturité ou peu importe là, dans nos investissements qu'on réalise, puis de voir un peu d'avoir un jugement plus éclairé sur les centaines de millions de dollars qui sont mis là, annuellement dans nos forêts. Puis je vais continuer l'axe 4, je veux vraiment mettre une emphase pour appuyer les stratégies d'aménagement pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tant en forêt publique qu'en forêt privée. Puis je vais essayer de mettre mon expertise à profit puis d'aider les différents partenaires régionaux. Puis pour terminer, ben, on a beaucoup d'opportunités de recherche à l'UQAC. C'est en pleine effervescence. Là. À partir de l'automne, on va avoir là, un paquet de projets là, vraiment intéressants là, qui s'en viennent. Puis on a besoin de gens motivés, on a besoin de gens là, qui ont le goût de travailler avec moi, mais aussi avec l'équipe qui est en place à l'UQAC. On a un paquet de personnes à l'UQAC qui sont très dynamiques, puis qui vont amener un paquet de choses intéressantes. Donc, on a des projets multidisciplinaires qui vont être lancés. On va avoir des bourses de recherche qui vont permettre de recruter les meilleurs talents, qui vont être ajustés avec avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, on réalise aussi nos travaux en étroite collaboration avec les partenaires régionaux.
Ça peut être Parc Québec, ça peut être les industries forestières, ça peut être des groupements forestiers, ça peut être la forêt privée. Donc, on réalise toujours nos travaux en étroite collaboration avec nos partenaires. Donc, c'est réalisé vraiment en grande forêt boréale, dans les camps forestiers, tout ça, pour ceux qui sont intéressés. On a aussi des stages en entreprise qu'on réalise, qu'on va mettre en place durant les études de nos étudiants gradués, tant à la maîtrise qu'au doctorat. Donc, il va y avoir un processus de stage qui va être inclus, là, a priori, dans leur programme. Puis, on a un paquet de beaux instruments, des nouveaux laboratoires qui viennent tout juste d'être rénovés. Puis, on a l'équipement, la fine pointe de technologie. On a un laboratoire de télédétection qui est en train de se mettre en place. On a des drones, on a un paquet d'outils qui permettent de faire de la recherche là, vraiment à la fine pointe. Puis, on est une équipe là, vraiment passionnée par la forêt. Puis, si vous avez de l'intérêt, contactez-nous. Fait que je vous remercie beaucoup de votre attention. S'il y a des questions. Merci, Yann. On a du temps pour les questions. Alors, Mélanie, vas-y. Merci, Yann. Très curieuse de voir le processus de changement de chercheur gouvernemental à chercheur universitaire. Est-ce que ça a toujours été ça dans le fond que tu voulais faire, puis tu as vu une opportunité? Est-ce que c'est venu sur le tard? Est-ce que les deux, dans le fond, c'était juste une continuité? Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ben oui, il n'y a pas de problème. Puis, moi, dans le fond, non, ça n'a jamais été. J'y ai réfléchi, mais je veux dire, l'opportunité que j'avais eue à la direction de la recherche forestière, moi, je trouvais que c'était ça l'idéal. J'étais vraiment là, souvent au gouvernement du Québec. On est près des décisions. Donc, on est capable de faire passer des choses que certaines personnes ici ont eu beaucoup de difficultés à faire passer parce que c'était des universitaires, tandis que nous, on pouvait faire l'intégration de recherche puis de l'acheminer directement aux autorités. Puis c'était mis en place, notamment l'aménagement écosystémique, là, où des gens comme moi, Mathieu Bouchard, on a été beaucoup impliqués à mettre en œuvre ce qui avait été développé, les approches qui avaient été développées par différents universitaires. Et ça a été beaucoup plus facile pour nous. Puis moi, j'ai vraiment aimé mes 15 années au ministère, vraiment une bonne équipe. Le ministère, c'est une grande équipe, c'est une grande famille. C'est sûr qu'il y a toujours des petits irritants. Mais moi, ça a été un cheminement. Là, je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, mais à un moment donné, j'ai dit, j'avais fait ce que j'avais à faire au ministère, puis j'ai décidé de me réorienter là, dans ce domaine-là. Puis je sais que ce n'est pas facile nécessairement, même si tu aspires à devenir professeur d'université, hein, il y a 3 conditions pour devenir professeur d'université. Il faut que tu sois bon, il faut que tu sois chanceux, puis il faut que tu aies quelqu'un ou des gens qui croient en toi, puis qui vont venir t'appuyer, puis qui vont. Fait que, tu sais, il ne faut jamais se décourager, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment une infime partie des gens qui ont un doctorat qui vont se ramasser professeur, mais il y a un paquet de beaux jobs, là, justement, en direction de la recherche forestière ou en recherche gouvernementale, là, qui peuvent amener beaucoup de défis, puis beaucoup de défis professionnels. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Mais non, c'est vraiment pendant la pandémie que j'ai réfléchi à ça. Puis l'opportunité aussi à Chicoutimi, c'était incroyable. Là, je veux dire, le poste était décrit, c'était 150% pour moi, même si c'était pas organisé, si on veut. Là, on est arrivé là-bas, mais c'était vraiment un beau défi, puis je ne pouvais pas laisser passer ça, puis j'ai tout fait pour l'obtenir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter sur cette note-là. Merci énormément, Yann, pour avoir présenté on pourrait dire un portrait assez élaboré de la recherche que tu mènes et que, en tout cas, les étudiantes et étudiants intéressés à poursuivre ou à faire même des stages, parce que souvent, on fait souvent allusion au fait que ça, c'est une force du CEF aussi. Rappelez-vous que si vous êtes dans un labo et que vous voulez aller chercher une expertise particulière dans un autre labo, c'est possible. Le Centre d'études de la forêt peut aussi jouer un certain rôle dans le soutien à cet égard-là. Donc, n'hésitez pas à contacter nos
nos chercheuses, chercheurs dans toutes les constituantes, toutes les universités participantes au CEF. Et moi, ça m'amène à simplement conclure en vous remerciant tous et toutes d'avoir participé à ce 2 jours de séminaire virtuel. Je pense qu'on a assisté vraiment, c'était vraiment une formule qui est intéressante et qui est à reprendre. J'ai bien aimé, moi, même le travail que chacune et chacun de vous a fait de un peu resituer son intérêt initial pour les sciences de la forêt et comment vos parcours ont été, comment dire, nourris par toutes sortes d'expériences et d'interactions avec d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine de la recherche et de l'acquisition de connaissances. Je pense que c'est très inspirant pour nos étudiantes et nos étudiants, puis ça ne fait qu'augurer bien pour le colloque de cet automne qui, je l'espère, va nous réunir tous le plus possible. Donc, on vous laisse là-dessus. Bon début de travaux de terrain à plusieurs d'entre vous et bon été et on se revoit en septembre au colloque en présence.